Bonjour à tous. Donc j'espère que vous avez bien regardé la petite vidéo qui vous explique la datation au carbone 14. D'accord, donc le principe est simple, hein, quand un être vivant, animal ou végétal meurt, les atomes de carbone 14 qu'il contient se désintègrent de telle sorte que le nombre de désintégrations par unité de temps, appelé aussi vitesse de désintégration, est proportionnel à la quantité d'atomes encore présents. On note lambda, le coefficient de proportionnalité. Alors, un animal est mort. Le temps est 0. Alors, on va dire qu'il y a 100 atomes de carbone 14, qui est l'isotope du carbone, dans le corps. Alors, je vous rappelle qu'en fait, on étudie la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12 pour la comparer à la proportion qui est constante à peu près dans la biosphère. Mais là, pour plus de simplicité, on va travailler en indice, donc on met un indice de 100, ok, et on dira que c'est le nombre de carbone, d'isotope 14 du carbone, au temps zéro quand l'animal meurt. Et donc, ces atomes de carbone 14 se désintègrent. Voilà. Et plus il y a d'atomes de carbone 14, plus ils se désintègrent vite. Donc au début, voilà, il y a une certaine vitesse. Et on voit justement à l'inverse, par contre, quand le nombre d'atomes d'isotope 14 diminue, eh bien, la vitesse de désintégration diminue. Donc moins il y a d'atomes de carbone 14, moins il se désintègre vite. Et donc au final, quand il y a presque plus d'atomes de carbone 14, la vitesse de désintégration est quasiment nulle. Donc la courbe va venir s'écraser ici, là, voilà. Donc on peut faire des datations assez rapidement, assez correctement, pas rapidement, quand la courbe est bien pentue. Par contre, quand on va arriver ici, on va perdre de la précision, parce que si par exemple je me mets à un atome, là, je ne vais pas savoir vraiment où aller, puisque la courbe est très plate. Donc c'est pour ça que on ne peut pas dater avec cette datation à plus, je crois que c'est 50 000 ans, je ne me rappelle plus trop, j'ai peur de dire une bêtise là. Voilà le principe. Donc on vous demande la première question, on va la lire, allons-y. Vérifiez sur les intervalles de temps 20, 40 et 100, 120 que la propriété énoncée précédemment est bien vérifiée. Alors, la propriété, c'est que la vitesse de désintégration, alors attention là, on va travailler avec des vitesses moyennes. Hein. C'est-à-dire qu'on va calculer la vitesse de désintégration entre 20 et 40 siècles. Alors je vous rappelle que c'est toujours, eh bien, on va calculer le nombre d'atomes qui se sont désintégrés et on va le diviser par le temps de l'intervalle. Donc ça va être une vitesse moyenne. Voilà. Puis on va faire pareil ici entre 100 et 120 siècles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait au début d'année. Hein, c'est ce qu'on appelle mathématiquement, c'est le taux de variation entre 20 et 40. Hein, c'est le taux de variation de la fonction n entre 20 et 40. Hein, c'est vitesse moyenne. Je vous rappelle que la vitesse moyenne, c'est un taux de variation. Donc faisons le calcul. Bon, il est assez simple. Hein. Il est là. Donc, pour 20 siècles, j'ai 77,92 atomes. 40 siècles, j'ai plus que 60,71 atomes. Donc, je calcule la différence, c'est-à-dire le nombre d'atomes qui sont désintégrés. Ça fait 60, 71 moins 77, 92. Alors évidemment, c'est négatif puisque c'est une désintégration. Et je divise par le temps. C'est-à-dire, l'intervalle de temps, c'est 20 siècles. Voilà. Je laisse sous forme comme ça de fraction. C'est pas vraiment une fraction parce que j'ai un nombre décimal au-dessus, mais voilà, je ne fais pas le calcul en décimal, hein, puisque le 20 va disparaître. On va faire le rapport tout à l'heure.
Deuxième intervalle, je passe de 28,71 à 22,37, donc c'est bien une baisse. Hein. Voilà, j'ai perdu 6,34 atomes en 20 siècles. C'est une vitesse, c'est-à-dire une variation sur un temps. Donc ces deux vitesses-là sont des vitesses moyennes. Et on vous dit, eh bien, la propriété vous dit la vitesse est proportionnelle au nombre d'atomes. Donc pour vérifier, je vais faire le rapport entre V2 et V1. Et je vais faire le rapport, allez on va appeler ça N2, entre N2 et N1. Et donc vous avez V2 sur V1, quand vous faites le calcul, vous obtenez environ 0,36839. Et quand vous faites le rapport entre le nombre d'atomes à 100 siècles et à 20 siècles, vous trouvez 0,36845. Donc, comme je l'écris ici, ces deux rapports étant très proches, hein, aux erreurs d'approximation près, hein, je vais peut-être oublier ça quand même. Voilà. Eh bien, on peut dire que sur ces deux intervalles, la vitesse de désintégration, qui est une vitesse moyenne, est bien proportionnelle à la quantité d'atomes présents. Voilà, c'est fini pour cette question. Alors, la question 2A. Soit n de t. Alors, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on va faire de la modélisation mathématique. Hein. Voilà. Donc, soit n de t, le nombre d'atomes de carbone 14 présents dans un corps à l'instant t, et h, une durée donnée. Très bien. Donc là, c'est très important quand on fait de la modélisation. On définit des objets mathématiques en fonction de l'énoncé. Exprimé en fonction de t et de h, donc t c'est l'instant où on fait la mesure, et h c'est la durée, le nombre de désintégrations entre t et t plus h. Donc je vais vous faire un petit schéma quand même. Hein. Donc là, j'ai n de t, j'ai de la désintégration pendant durée h, et donc ensuite j'arrive à n de t plus h. Voilà. Donc si je veux le nombre de désintégrations entre t et t plus h, ça c'est mes deux instants, eh bien c'est bien la différence des deux, donc c'est n de t plus h moins n de t. Alors maintenant, ce que je vais faire, ça va vous rappeler quelque chose, je vais calculer la vitesse moyenne de désintégration entre t et t plus h. Donc là, cette vitesse moyenne de désintégration, c'est le nombre d'atomes qui se sont désintégrés au numérateur, que je divise par la durée de l'intervalle de mesure. Hein. Ça, c'est bien une vitesse. D'accord? C'est la variation d'une quantité sur le temps de la mesure. Voilà. Mais c'est une vitesse moyenne sur une durée h. Alors, je vous rappelle maintenant que quand on veut passer à la vitesse instantanée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mesurer une vitesse moyenne sur une durée de plus en plus petite. Expérimentalement, c'est ce qu'on fait. Et mathématiquement, on n'a pas de problème pour passer à la limite, c'est-à-dire qu'on sait faire des calculs, on l'a vu, avec des temps infiniment petits. Donc en mathématiques, on va donc calculer cette vitesse moyenne sur une durée infiniment petite. Donc on va faire tendre h vers 0. Voilà. Ça, c'est bien ce qu'on avait vu, c'est pour passer une vitesse moyenne, une vitesse instantanée. Donc, en mathématiquement, on écrit que cette vitesse instantanée est la limite quand h tend vers 0 de la vitesse de désintégration entre t et t plus h. Voilà. Et mathématiquement, ça on l'a vu, par définition, c'est quoi? C'est le nombre dérivé en t. Donc vous voyez, on a maintenant... On avait défini le nombre d'atomes, et maintenant, en dérivant cette fonction, on obtient tout de suite la vitesse de désintégration, qui est le nombre dérivé.
n' de t. Voilà, c'est terminé pour cette question. Alors la question suivante. Et bien maintenant, l'idée c'est de traduire la propriété particulière de cette fonction du nombre d'atomes de carbone, là, traduire ça dans notre modélisation mathématique. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on vous dit que la propriété de cette désintégration, c'est que la vitesse de désintégration est proportionnelle, d'accord, au nombre d'atomes. La vitesse de désintégration, c'est, on vient de le voir à la question précédente, c'est n' de t. Ok, le nombre d'atomes, c'est n de t. Et on vous dit que le rapport de proportionnalité est lambda. Donc, on va pouvoir écrire que n' de t est égal à lambda n de t. Mais alors là, il y a un petit souci, c'est que lambda, bon, on prend un rapport positif, hein, puisque c'est en valeur absolue hein, qu'on établit ce rapport de proportionnalité. Par contre, moi, n de t est positif, et n' de t est négatif. Donc, ce qu'on va écrire, on va écrire que n' de t est égal à moins lambda n de t. Donc voilà. Nous avons obtenu, nous avons traduit l'hypothèse, cette propriété de la désintégration, sous forme mathématique. Et on obtient ce qu'on appelle une relation, une équation différentielle. Ah, équation puisqu'il y a une égalité, hein. Donc c'est une équation qui va lier deux fonctions. Et c'est en fait une équation qui va lier n de t à sa dérivée. Et quand une équation différentielle, c'est une équation qui lie une fonction à sa dérivée ou ses dérivées, parce que vous verrez en terminale qu'une fonction a des dérivées secondes, on peut continuer à dériver si on dérive n' de t, etc. Donc dans notre cas, notre relation, notre équation, c'est la dérivée de t est proportionnelle à la dérivée de n de t est proportionnelle à n de t. Là voilà, on a traduit notre hypothèse, donc on avance dans notre modélisation mathématique. Pour cette question, c'est terminé. Alors voilà, la question suivante, là on fait un pas de plus, hein. Donc on a notre équation différentielle au-dessus, là on l'a trouvée, on a bien traduit, etc. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va montrer cette propriété qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir se débarrasser de ce moins lambda là qui nous embête un peu. C'est-à-dire que si on arrive à trouver une fonction qui vérifie, alors voilà, qui vérifie cette équation-là, hein, qui est toute simple cette fois. C'est-à-dire que j'ai vraiment un rapport de proportionnalité qui est 1. C'est-à-dire que le nombre dérivé en x est égal à la valeur en x. Hein, tout simplement. Eh bien, si je connais une fonction qui vérifie cette équation différentielle, je vais pouvoir fabriquer ma fonction n de t. D'accord? Donc, comment se passe-t-il? Alors, comment ça se passe? On introduit donc là une fonction dérivable sur R. On ne va pas trop s'occuper des problèmes de dérivabilité, hein, ce n'est pas le but ici. Tel que pour tout x, f' de x est égal à f de x. Donc, on définit la fonction f par cette propriété. Elle vérifie cette équation différentielle. Donc on vous demande que montrer que s'il existe un réel lambda tel que pour tout réel t, n de t égale. Alors on définit, vous voyez, là on définit n de t en fonction comme f appliquée à moins lambda t. D'accord? Alors la fonction n est solution de l'équation différentielle précédente, c'est-à-dire n' de t est égal à moins lambda n de t. Donc je répète, on définit cette fonction f qui vérifie l'équation différentielle. On définit n en fonction de f, c'est-à-dire f appliqué à moins lambda t, et il faut montrer que n vérifie bien l'équation qu'on avait trouvée. Alors je vous rappelle, là j'ai mis le théorème, mais je vais refaire un petit exemple, tiens, je pense que ça fera de mal à personne. Je vous rappelle que si par exemple je définis, allez, je vais prendre f de x égale 3x plus 2,
exposons 8. Eh bien, je peux écrire, on définit soit g de x est égal à x8. On sait que la fonction g de x est dérivable sur R, donc je vais avoir aucun problème de dérivabilité, et que g' de x est égal à 8x7. Et je vous rappelle que comment je vais faire pour dériver la fonction f de x? Eh bien, je vais l'écrire cette fois g, la fonction g appliquée à 3x plus 2. Et je vous rappelle que quand on dérive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 3, qui est le coefficient directeur de cette fonction affine là, apparaît en facteur, et je dérive g, donc c'est g' que j'applique à 3x plus 2. Très bien. Et donc je vais obtenir 3 fois g' qui est 8x7, mais attention, j'applique ma fonction g à 3x plus 2 qui est à l'exposant 7. Donc vous voyez, ce qui au final vous donne f' de x est égal à 3 fois 8, 24, facteur de 3x plus 2 exposant 7. Donc ça, c'est important de savoir faire ça. On avait vu pas mal d'exemples. Souci là pour réduire ça. Bon, je le réduirai plus tard. Je vous enverrai tout ça, de toute façon. Voilà, donc je rappelle, pratiquement, hein, je vous avais toujours dit en dérivation, essayez de retenir les formules comme des procédures de calcul. Hein. C'est-à-dire que là, je sors le coefficient et j'applique g' à 3x plus 2, tout simplement. Alors, à quoi ça va nous servir ici? Eh bien, vous voyez, on est exactement dans notre cas là, parce que j'ai n de t qui est défini comme étant f de moins lambda t. Donc, quand je vais dériver n f de moins lambda t, j'ai le moins lambda qui va sortir devant en facteur, et je vais appliquer la dérivée à moins lambda t. Donc, c'est bien ce que j'obtiens ici, n' de t est égal à moins lambda de f' de moins lambda t. Mais par hypothèse, il faut bien souvenir que f' de t est égal à f de t. Hein. F' de t, c'est pas n'importe quoi. Hein. Elle vérifie cette équation différentielle. Par hypothèse. Donc, je remplace f' de moins lambda t par f de moins lambda t. C'est quand même pas banal hein, d'avoir une fonction qui est égale à sa dérivée, en final. Hein. Eh bien, j'obtiens n' de t qui est à moins lambda f de moins lambda t. Et, eh bien, f de moins lambda t, c'est n de t. Donc, j'ai bien obtenu, j'ai bien montré que la fonction n de t, qui est définie par f de moins lambda t, vérifie l'équation différentielle caractéristique de notre décomposition du carbone 14. Voilà. Donc, tout l'objet du cours qui va venir ensuite, ça va être de construire. Et d'étudier. Ben, construire, non, parce que voilà, ça va être surtout d'étudier. On va admettre quand même au départ un certain nombre de choses. Mais on va étudier cette fonction, d'accord, qui est la fonction exponentielle, qui est définie comme étant la fonction qui vérifie cette équation différentielle, qui dit tout simplement que la fonction exponentielle, quand on la dérive, on obtient la fonction exponentielle. Voilà, on va rajouter une condition, et voilà, vous verrez que l'exponentielle sera définie. Et on va étudier toutes les propriétés qui sont très intéressantes, hein, très particulières de cette fonction exponentielle. Donc c'est une fonction, voilà, là, vous allez voir qu'elle intervient dans la modélisation d'une des intégrations, mais en fait c'est assez de l'ordre de la découverte de pi en mathématiques, hein. C'est-à-dire que ça a vraiment marqué beaucoup de choses, elle intervient dans énormément de choses, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important, l'exponentielle. Voilà, bah, j'espère que vous n'avez pas trop de questions. Si vous en avez, vous les notez, soit on les verra ensemble, en visio ensemble, soit vous m'envoyez vos questions par le NT, il n'y a aucun souci, je suis dispo.
Voilà, et bien c'est terminé pour cette activité.